Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver. Vous pouvez le voir, devant moi se trouve un nouveau véhicule et surtout une nouvelle marque. C'est un nouveau constructeur qui a accepté de nous faire confiance. Ça, c'est grâce à vous parce que vous êtes de plus en plus nombreux et on vous en remercie. Alors s'il vous plaît, on continue, on like, on partage, on s'abonne. Ça se passe juste en bas. Ça ne vous coûte rien et vous le savez, pour moi, ça fait toute la différence. Preuve en est. Devant vous se trouve la Polestar 2, un nouveau constructeur qui arrive sur le marché français. Et moi, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est pourquoi n'est-il pas arrivé plus tôt? Parce que franchement, qui a dit que les véhicules devaient être bruyants pour être très agréables, très fun à conduire? Vous avez la preuve ici qu'une voiture peut être 100% électrique et pourtant très performante, très efficace et surtout très fun à conduire. Et on va vous détailler toutes les caractéristiques de Polestar 2, les performances, les prix. On va tout vous dire dans cette vidéo. Il y aura même également en fin de vidéo le débriefing de mon essai, de la semaine complète d'utilisation de cette magnifique, j'ai envie de dire, berline sportive. Alors oui, ce n'est pas forcément un véhicule à caractère familial. Vous allez le voir, on n'a pas 5 vraies places à l'intérieur. En revanche, et ça c'est assez particulier, on a un coffre qui est quand même assez conséquent pour ce type de véhicule. Mais sans plus attendre, je vais vous donner les chiffres parce que franchement, ils font complètement tourner la tête. Et je vous propose qu'on classe finalement Polestar 2 en 4 catégories principales. On a la Standard Range qui nous offre 554 km d'autonomie cycle mix WLTP, 200 kW, 272 chevaux, 490 Nm de couple. Ça, c'est pour la version entrée de gamme qui se monnaie autour de 46 000 €. Ensuite, deuxième catégorie, la Long Range Single Motor, 659 km d'autonomie cycle mix WLTP, 220 kW pour 299 chevaux. Un couple quasiment identique à la version précédente, 490 Nm. Voilà, la capacité de la batterie, elle est de 82 kWh. On est à 70 kWh pour la version entrée de gamme que je vous ai citée juste avant. Ensuite, on passe à la troisième catégorie, Long Range Dual Motor. Celle-ci se monnaie à partir de 49 800 €. Ensuite, on passe à la troisième catégorie, Long Range Dual Motor, 596 km d'autonomie cycle mix WLTP, 310 kW pour 421 chevaux. On passe à 740 Nm de couple. 740 Nm de couple pour cette berline sportive. Ça, c'est complètement ahurissant. Batterie identique, 82 kWh pour un prix de 54 000 € environ. Après, effectivement, vous avez encore les options, les packs, etc. Vous pouvez faire monter la facture. On a, et enfin, je terminerai par celle-ci, la catégorie la plus fun, plus intéressante, mais aussi la plus chère, on va pas se mentir, la Long Range Dual Motor Performance. 568 km d'autonomie cycle mixte WLTP, 350 kW, 476 chevaux. Un couple identique en revanche à la version que je viens de citer juste avant, 740 Nm de couple. Une batterie identique également, 82 kWh. Pour un prix, les amis, accrochez-vous bien, à partir de 63 000 € hors tous les packs options, donc on peut encore faire un peu grimper la facture, mais franchement, on va pas se mentir, elle est quand même vraiment très très belle, très réussie. Et d'ailleurs, vous allez me dire, oui, mais ça ressemble quand même un peu à une Volvo. C'est normal, Polestar fait partie du groupe Volvo, c'est une marque à part entière du groupe Volvo maintenant, et donc elle va bénéficier du réseau de distribution Volvo, du réseau après-vente Volvo, et ça pour moi, c'est une vraie force. On va continuer sur les caractéristiques techniques. Je vais quand même vous donner la longueur, la largeur, la hauteur de ce très beau bébé, la capacité du coffre également et les performances. Pour les Standard Range Single Motor que je vous ai cités, on est à 6,4 secondes ou 6,2 secondes selon finalement le type de batterie que vous prendrez pour le 0 à 100. En revanche, on passe à 4,5 secondes pour la Dual Motor, mais pas la pack performance. Dès que vous mettez le pack performance, on passe à 4,2 secondes, le 0 à 100. On a testé, on vous met le screenshot, on a fait le test. Effectivement, 4,2 secondes, c'est tenu par Polestar, bravo. Et vous allez me dire, oui, mais combien de temps pour charger finalement cette voiture? Eh ben, la charge est annoncée aux alentours de 25-28 minutes pour un 10 à 80% sur, bien évidemment, un très gros chargeur, 150 kW au minimum. Donc voilà, il vous faudra un peu plus d'une vingtaine de minutes pour passer de 10 à 80%. Ce qui est dans la moyenne globale de la catégorie. Au niveau des dimensions, qu'est-ce que ça nous donne? Eh ben, ça nous donne une voiture de 4,60 m de longueur, 1,40 m de hauteur, 1,80 m de large, un empattement de 2,76 m. Ce qui est très étonnant, c'est qu'on a quand même un très bel empattement. Et pour autant, vous allez voir qu'à l'arrière, on a de la place, oui, mais finalement,
pas tant que ça. On sent quand même qu'on est sur quelque chose d'un peu compact, d'un peu cocooning à l'intérieur du véhicule. Et le poids, forcément, parce que je sais que ça, c'est une très belle interrogation. On est sur un peu moins de 2 tonnes sur la version entrée de gamme et on est sur un peu plus de 2 tonnes 100 et quelques sur la version pack performance. Forcément, sur cette voiture, le crochet d'attelage est en option et ça nous offre la possibilité de tracter 750 kg en remorque non freinée et jusqu'à 1,5 tonne en remorque freinée. Ça, c'est quand même vraiment très intéressant. Et puisqu'on est sur l'arrière, je vais vous donner le volume du coffre également. On est à 405 litres de capacité de chargement dans ce coffre à ion électrique, forcément, vous l'avez vu. On a un double fond ici avec du rangement qui fait à peu près une quarantaine de litres, mais dans les 401 litres de volume de chargement sont compris bien entendu le volume du double fond. Mais ce n'est pas tout, puisqu'on a également autre chose sur Polestar 2 et on va vous le montrer tout de suite. Hop, on va faire le tour, regardez, parce que oui, Polestar 2 bénéficie d'un frunk, d'un rangement à l'avant dans lequel on peut venir mettre le câble de chargement et ça c'est quand même très pratique. Je vous donne la capacité, on est à 42 litres de capacité sur le frunk. Voilà, regardez ça, c'est quand même vraiment pas mal pour mettre même une petite valise cabine, le câble de chargement. Voilà, vous avez même le kit de réparation ici. C'est en moquette, c'est plutôt bien fait. En plus de ça, ils ont mis pas mal de cache ici. Donc finalement, on a quelque chose de plutôt sympa. Hein, voilà, tout est caché, tout est très bien fait. Ça fait une belle finition au niveau du capot avant. Les chiffres vous ayant été communiqués, on va pouvoir passer autour du véhicule. Dites-nous ce que vous pensez de cette face avant. Alors oui, très honnêtement, quand on regarde de 3/4 avant comme ça, on a quand même l'impression d'avoir pas mal de traits de chez Volvo. Je vous l'ai dit, c'est normal. Néanmoins, moi, ce qui me plaît sur Polestar 2, même si on est sur un véhicule 100% électrique, on voit qu'au niveau de cette face avant, c'est quand même assez travaillé en partie basse. C'est travaillé ici aussi sur le haut du pare-choc qui intègre la calandre pleine assez caractéristique finalement des véhicules 100% électriques. Mais globalement, en général, les véhicules 100% électriques ont un pare-choc quasiment uniforme, droit. Enfin, droit. Quand je dis droit, c'est qu'il est complètement plein et on n'a pas vraiment de travail. Là, en l'occurrence, on a quelque chose qui se rapproche finalement de ce qui se fait sur les véhicules thermiques avec un pare-choc assez travaillé, ajouré ici. On a du laqué ici, on a du laqué là, on a du laqué ici en partie centrale de la calandre avec des petites arêtes comme ça ici, c'est très sympa. J'aurais aimé que cette petite partie-là soit complètement ajourée, que ce soit vraiment ouvert, ça ne l'est pas. En revanche, moi ce que je regrette, c'est finalement sur la totalité de l'ensemble du véhicule, en partie basse, même les arches de roue, c'est qu'on est sur du plastique brut. Ça, c'est un petit peu dommage sur une voiture à plus de 60 000 €. J'aurais quand même aimé qu'on conserve la même partie qu'on a ici, c'est-à-dire du noir brillant, noir laqué. On va vous montrer très rapidement. Je ne sais pas si j'ouvre, est-ce que ça s'allume? Non, ça ne s'allume pas. Alors, on va fermer et ouvrir le véhicule. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer la petite signature lumineuse caractéristique, puisque c'est écrit dans les caractéristiques de la voiture. On est sur une signature lumineuse marteau de Thor. Regardez, hop, on ferme et on va ouvrir la voiture. Hop, et regardez. On a les feux de jour qui sont allumés en sigle marteau de Thor. Voilà, c'est quand même très très joli. Moi, j'aime beaucoup. Alors, certains diront que ça ne sert strictement à rien, mais je peux vous dire que de nuit, c'est quand même plutôt sympa et ça fait son petit effet. On continue avec la partie latérale de la voiture. Alors déjà, on le voit, on est quand même sur un véhicule assez sportif. Pourquoi? Parce qu'on a des ailes qui sont quand même assez élargies, que ce soit sur la face avant ou que ce soit sur l'arrière, et on va le voir juste après. Mais regardez, c'est quand même assez bombé. On voit que la voiture, voilà, est posée au sol et un peu plus large quand même que ce qui se fait sur les véhicules de gabarit ou en tout cas du segment similaire. On voit les très gros étriers, 4 pistons, estampillés Polestar, Brembo. Voilà, on est sur des pièces de performance, des gros freins, disques percés avec de très belles jantes, des pneus Conti, sport contact. Voilà, on sait qu'on est là pour tenir la route. 20 pouces les jantes quand même, très très belles, noir bord poli comme ça, on aime bien. Je vous le dis, sur la partie latérale, ce qui me dérange encore, c'est cette partie plastique, c'est dommage. J'aurais voulu quand même une partie complète noir laqué, d'autant plus qu'on a les montants de pare-brise noir laqué, on a les montants de porte noir laqué, on a la partie arrière noir laqué, on a au niveau de la calandre, on a même les encadrements ici qui sont noir laqués. D'ailleurs, caractéristique, le rétro, très stylé, très joli, pas de grosse coque de rétro. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va vous le montrer, la glace de rétro est directement incorporée au cadre. Et en fait, ce qui fait que quand vous avez besoin de régler le rétro, vous ne réglez pas que la glace de rétro. Vous réglez le bloc entier. Voilà, c'est ça, ce sera l'intégralité du rétro que vous allez venir régler et non pas uniquement la glace de rétro. Ça, c'est quand même
très joli. On continue avec cette partie latérale. J'aurais aimé des poignées affleurantes, voilà, parce que je trouve que c'est quand même beaucoup plus stylé et que ça épure le design. Et bien évidemment, on continue sur l'arrière, on va se baisser. Pourquoi? Parce que regardez, on va se mettre à fleur de la voiture. Regardez les voies arrière, comment elles sont beaucoup plus larges que les voies avant. On sent que le véhicule est élargi par rapport à l'avant et donc on sent qu'on est sur un véhicule axé pour la performance, axé pour le plaisir de conduite. Voilà. Ils ont voulu ça chez Polestar, nous offrir une berline compacte sportive. La signature lumineuse à l'arrière, c'est pareil, c'est très joli. En revanche, voilà, ce que j'aime pas, c'est toujours cette partie noire, la plastique brute. C'est un peu dommage. On aurait pu avoir un petit travail de diffuseur également. Voilà, alors peut-être que ce sera un axe d'amélioration sur les prochaines générations de Polestar 2. En revanche, pour le reste, c'est plutôt sympa. On a un vrai haillon avec du volume, etc. Vous l'avez vu juste avant. Et je vous montre bien entendu la signature lumineuse parce que regardez comme c'est sympa. Voilà. On a ce petit défilement lumineux qui vient alimenter comme ça toute la bande LED. Ça, c'est quand même vraiment, vraiment sympa. Alors, j'imagine que ça scintille peut-être à la caméra. On est désolé pour les épileptiques. On les a probablement perdus à l'instant où nous parlons. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette Polestar. Dernière petite chose et après on passe à l'intérieur, on bénéficie d'un toit panoramique. Alors vous le verrez pas parce que forcément on est de jour, ceux qui nous ont suivis pendant la semaine ont pu le voir, mais on a le logo qui est rétro-éclairé à l'intérieur du toit panneau, ce qui fait que la nuit en fait quand on est à l'extérieur du véhicule, à travers le toit panneau, on a le logo qui est rétro-éclairé et ça sert à rien encore une fois, mais c'est plutôt sympa. Allez, on passe à l'intérieur. Je vais ouvrir les panneaux de porte, pourquoi? Parce que vous allez voir. C'est quand même, alors oui 60 000 €, je suis d'accord, mais on est quand même sur quelque chose de très qualitatif. Voilà, on a du cuir nappa, c'est texturé, feutré ici, c'est très 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 beau. On a un kit son Bowers et Wilkins de très très bonne qualité, franchement c'est exceptionnel. Alors oui, en partie basse, on a du plastique dur. Sur la partie basse, je vous l'ai toujours dit, ça me dérange pas. Mais alors le reste du panneau de porte, voilà, c'est vraiment très très joli. Forcément, on a de la pluie, donc on a des petites gouttelettes d'eau. Vous n'en tiendrez pas rigueur si ça se voit à la caméra. Mais voilà, globalement, c'est quand même vraiment très joli. En revanche, on voit qu'on est sur un véhicule compact. On peut pas ouvrir vraiment la portière. Bon, bah forcément, bah voilà, vous l'avez vu. Bim, allez, je viens de m'éclater l'épaule direct. D'ailleurs, on va peut-être couper et partir aux urgences. Ah, je viens de m'éclater l'épaule. Bon, d'accord, on va continuer la vidéo. J'en vois un derrière qui me dit non, on continue. Bon, bah on continue les gars. Mais vous l'avez vu du coup, effectivement, c'est un peu étriqué pour pouvoir rentrer. Et ça, bon bah ça peut poser problème, on l'entend. D'autant plus que là, pour aller mettre les enfants, vous avez le montant ici, vous êtes... voilà, c'est vrai qu'on va pas se mentir là-dessus. On est sur une berline compacte, c'est très petit, on n'a pas beaucoup d'espace. C'est un peu dommage, mais par contre, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on se fait plaisir. Moi, je passe de l'autre côté pour vous montrer parce que la caméra va donc venir s'approcher. Moi, je vais monter. Vous allez voir que le siège, comme d'habitude, réglé pour moi. Alors, effectivement, c'est un peu étriqué pour pouvoir rentrer. On fait attention de ne pas s'éclater la tête dans le montant. En revanche, une fois qu'on est à l'intérieur, globalement, on a quand même beaucoup d'espace. Au niveau des jambes, on a quand même vraiment beaucoup d'espace. Je vous l'ai dit. Empattement de 2,76 m. Alors oui, au niveau de l'ouverture des portières, c'est pas énorme, mais par contre, une fois à l'intérieur, pas de souci. Pourquoi je vous ai dit que c'était plutôt 4 vraies places que 5 places? Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on a un tunnel central qui est quand même assez énorme, ce qui est très particulier. Normalement, sur les véhicules électriques, on a un plancher totalement plat. Là, du coup, bah, effectivement, au niveau des pieds, il faudra vraiment mettre les pieds de part et d'autre sur la personne qui sera installée au milieu. Donc, on va privilégier les enfants en bas âge de manière à ce qu'ils puissent venir s'installer ici. Accoudoir central, double porte-gobelet. Voilà, on a normalement effectivement une trappe à ski aussi, avec l'appui-tête qui est réglable. Hop, voilà, on referme. Les ceintures, voilà, pack performance, ceinture jaune doré comme ça, c'est très très joli. Ça rappelle les étriers de frein. Bon, pas de poche aumônière, ni conducteur, ni passager. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais par contre, voilà, on est baigné par la lumière du toit panoramique. Ça, c'est plutôt sympa. Je vais refermer. Vitre arrière surteintée, de la connectivité à l'arrière avec double USB-C. On a les sièges chauffants aussi disponibles sur l'arrière, donc ça c'est plutôt pas mal. Je sais que moi mes enfants, ils adorent avoir les sièges chauffants. Au niveau de l'assise, c'est très confortable. Le dossier identique, on est bien installé. En revanche, j'aurais aimé quand même, quitte à avoir 4 places,
j'aurais aimé avoir vraiment un peu plus de maintien au niveau de l'assise, un peu plus de maintien au niveau du dossier. Mais hormis ça, on va pas chipoter. La sellerie est quand même extrêmement qualitative. C'est vraiment très sympa, c'est très joli. Franchement là-dessus, ils ont pas rigolé, hein. Voilà, je vous l'ai dit, cuir Napa, matériaux biosourcés, etc. Enfin voilà, il y a vraiment un esprit. On est sur un esprit scandinave. On fait attention à la nature, on fait attention aux animaux. Tout a été choisi, tout a été pensé, et pour le coup, c'est plutôt réussi. Bon. Alors, je ne sais pas si je reste ici et je me fais conduire ou est-ce qu'on passe à l'avant et puis on va vous montrer un petit peu l'environnement conduit de tableau de bord. Allez, on passe à l'avant, je pense que ce sera mieux. Pardon, oui, je me suis équipé. Vous avez vu, on a du matériel supplémentaire ici, du matériel supplémentaire ici. Pourquoi? Parce que, on va essayer tout simplement. Je sais que, et d'ailleurs, il y a un des abonnés qui se reconnaîtra, je ne vais pas citer son nom, mais voilà, tu as vu, on s'équipe effectivement maintenant, on va proposer des contenus un peu différents, on va vous proposer des versions un peu plus immersives. Je vais arrêter de me filmer moi quand je conduis pour vous faire le débriefing. Vous aurez des incrustations de plans de l'intérieur du véhicule, la route, etc., etc. Bref, maintenant on est parti. Donc on a une très belle ouverture de portière pour le conducteur et pour le passager, ce qui change totalement par rapport à l'arrière comme vous avez pu le voir. Je m'installe. Donc là par contre, là, il n'y a pas de galère. Très clairement, on a un très bon maintien au niveau du dossier, un bon maintien au niveau de l'assise, toujours cette très très belle sellerie. On sent qu'on est quand même. Juste, je ferme la fenêtre parce qu'il y a du vent dehors et tout, c'est désagréable. On sent quand même qu'on est dans un esprit beaucoup plus feutré. On est dans un cocon en fait, avec cette console centrale énorme. On a des petits rangements ici. Voilà, hein, c'est pareil, matériaux biosourcés, c'est texturé. Ici aussi, c'est très joli. Du noir laqué là, voilà, des petits boutons soignés. Le kit sono avec ce petit rappel ici du pack Bowers et Wilkins. Franchement, on voit que ça a été extrêmement bien soigné. Uniquement en partie basse, on a un petit plastique dur, mais c'est vraiment uniquement en partie basse, même au niveau de la boîte à gants, ce n'est pas du plastique brut. Voilà, ici aussi, c'est pareil. On a de très très beaux matériaux qui ont été mis à l'intérieur. On sent qu'on est sur quelque chose de très premium, de très qualitatif, et pour le coup, franchement là-dessus, ils ont vraiment, mais alors vraiment pas déconné quoi. La seule chose qui va me déranger moi finalement, ce sera les boutons du volant. Pourquoi? Parce qu'en fait, je trouve que les boutons du volant sont assez sommaires et au début, on a du mal à prendre en main. Il faut vraiment un petit temps d'adaptation pour prendre en main ces boutons, et c'est pas forcément super agréable au premier abord. Ensuite, au niveau de l'écran central, vous l'avez vu, très bien intégré. Le véhicule embarque directement Android Automotive. Donc pour le coup, comme ça au moins pas de galère, hein. On a directement les applications. On peut enregistrer notre compte Google à l'intérieur du véhicule et on aura directement nos applications qui seront mises sur cet écran. Après, c'est très très facile. On a un menu d'accueil principal, voilà, avec les différentes applications, les différents modes de réglage. Donc pour tout ce qui est musique, pour tout ce qui est finalement le GPS, avec également les informations performance, les informations de consommation, la qualité de l'air parce que on a un purificateur d'air, et on a ici Apple CarPlay, Android Auto. Qui est filaire avec du coup la connectivité que l'on a ici. Donc on viendra se brancher pour pouvoir bénéficier d'Apple CarPlay, Android Auto. En revanche, on peut se connecter en Bluetooth avec le téléphone de manière à avoir juste les appels et le lecteur de médias si on ne souhaite pas se connecter pour avoir l'Apple CarPlay. Puisque en nous connectant avec notre compte Google, on récupère en fait les applications natives avec Waze, Google Maps, etc. Donc ça peut ne pas être nécessaire d'avoir finalement Apple CarPlay. Ensuite, hop, on a les petits réglages de la conduite avec la sensation du volant, le one pedal, les assistants à la conduite qui sont ici, qui sont réglables très facilement, les informations de charge également. Hop, ici des petits menus avec l'éclairage extérieur, la charge de téléphone par induction qui est ici, donc elle n'est pas ventilée, ça on le regrette toujours, elle est déconnectable, donc ça c'est un bon point. L'éclairage intérieur qui finalement est très discret, ça se passe juste ici, on a une petite bande LED. Bon, c'est dommage, c'est que on peut pas vraiment choisir la couleur, on peut choisir juste l'intensité, etc. Ça, j'avoue qu'on aurait aimé avoir quelque chose de peut-être un peu plus personnalisable. Mais bon, après, on est sur une voiture
axé pour la performance. On n'est pas sur une voiture avec tout un tas de gadgets. Il faut bien se l'avouer, de ce côté-là, Polestar, ils vont pas s'en cacher. Globalement, l'écran est vraiment très très simple, hein. C'est très facile à prendre en main, très réactif, même pour les réglages. Voilà, on a pas mal de choses. Pour les réglages du son, c'est ça le plus important. Pourquoi? Parce que regardez, au niveau de l'expérience audio, on a une expérience studio, on a une expérience surround avec des réglages possibles, l'intensité, l'immersion, et on a une expérience salle de concert avec la salle de concert Göteborg. Je ne sais même pas si je prononce ça très bien. Ou alors, on a une ambiance plus club de jazz. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Mais ce que je peux vous dire, franchement, ce que je peux vous dire, c'est que ça fait une réelle différence quand vous êtes à l'intérieur du véhicule, vous êtes connecté avec Spotify, vous mettez une musique qui tape vraiment bien, et ben entre la salle de concert, le club de jazz ou la partie surround, vous allez voir que franchement, il y a une réelle différence. Et pour le coup, ouais, c'est assez bluffant d'efficacité. On a à l'intérieur du véhicule la caméra 360 et une caméra de recul. Je ne vais pas vous mentir, on va vous le montrer. La caméra 360 est plutôt bien, la qualité ça passe, mais la caméra de recul, c'est juste pas possible en fait. Donc là, on a la 360 qu'on ne peut pas bouger, donc on doit choisir en fait nos axes de caméra, voilà. Donc c'est comme ça tout le temps. Et quand on est en stationnement, on a la caméra arrière qui est cachée en fait au niveau du coffre sous la plaque, et donc en fait on a une vue qui est très restreinte, donc ça c'est pas super. Déjà d'une, et de deux, en fait, comme elle est en partie centrale, elle prend toutes les poussières, toute la pluie, tout ce que vous voulez, et comme ça coule du coffre, ça vient très rapidement salir la caméra, ça vient très rapidement contaminer la caméra, et ce qui fait que, eh ben, dès qu'on est dans des mauvaises conditions de circulation, en fait, on voit plus rien sur la caméra. Déjà qu'on a un espace restreint, mais alors dès qu'elle est sale, c'est terminé, on voit rien. Et ce qui veut dire espace restreint, veut dire pas bénéficier de lumière naturelle, et en plus, ni d'éclairage de plaque ou quoi que ce soit. Donc la nuit, bah, on voit encore beaucoup moins. Donc ça, pour le coup, axe d'amélioration Polestar, déplacer la caméra pour qu'elle puisse bénéficier de la lumière naturelle, de la lumière d'éclairage de plaque la nuit, ou en tout cas d'une lumière quelle qu'elle soit, parce que là, franchement, de nuit, c'est quand même assez compliqué. On vous montre donc, avec la vision des Ray-Ban, hop, le combiné d'instruments. Donc là, on a un affichage qui est classique. Vous avez vu, hein, on a juste les informations de vitesse à gauche, les informations d'autonomie à droite avec ici la puissance, là la charge, la température, les différentes informations d'aide à la conduite qui se trouvent ici et qu'on gère avec ce petit bouton là. Donc là, forcément, c'est un dispo. Mais hop, vous avez juste à appuyer sur ces petits boutons pour gérer cette partie là. On a ici la distance que l'on règle avec le véhicule qui se trouve devant nous. Là, on a un petit menu qui va venir s'afficher. Voilà, hop, ça change un petit peu l'affichage. Et lorsqu'on roule, hop, on se met en drive. Si on appuie ici, on va avoir un affichage qui sera différent encore, puisqu'on va en fait récupérer tout simplement Google Maps ici. Et lorsque vous êtes en Apple CarPlay et que vous utilisez Waze, et ben en fait ce sera Waze qui va venir ici remplacer Google Maps, et donc vous aurez du coup une belle visibilité sur votre GPS. Donc ça c'est plutôt intéressant. Vous avez ici le réglage du son directement. Là on a les médias aussi, hein, vous changez de type de média. Si vous appuyez sur le petit rond, et ben vous avez le menu de la consommation qui s'affiche. Voilà, avec je vous l'ai dit, hein, moi ce que j'ai fait sur les 475 km qu'on a fait jusqu'à présent, on est à 25 kWh de consommation moyenne. Voilà pour ce qui est du combiné d'instruments. Vous avez vu, c'est quand même assez clair. Par contre, on a vraiment tout ce dont on a besoin. C'est très rapide, très fonctionnel. Donc pour le coup, ça on aime bien. En revanche, on regrettera l'absence de palette pour l'utilisation du freinage régénératif. On n'a même pas de mode B sur le sélecteur de vitesse. Donc c'est vraiment dommage parce qu'on n'a pas du tout la possibilité, nous, de jouer avec le freinage régénératif. On a uniquement la possibilité, via l'écran central, de régler le one pedal et donc d'avoir oui ou non du freinage régénératif, mais finalement un peu brut que ça peut être en fait avec le one pedal. Donc ça c'est un peu dommage. Moi je regrette juste ça. Je pense que ça peut être un point d'axe d'amélioration pour Polestar, de nous rajouter des palettes pour pouvoir nous gérer notre frein régénératif. Ça, ce serait vraiment une très très bonne chose. Voilà pour ce qu'on pouvait dire de l'intérieur de Polestar, avec également, hein, regardez, ces matériaux, même sur les montants de pare-brise à l'intérieur, le ciel de toit, etc. C'est vraiment très 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 quali. Franchement, je suis assez surpris par les matériaux utilisés et j'aime beaucoup cette voiture. Bon, maintenant que je vous l'ai finalement bien vendu cette Polestar 2, je vous l'ai présenté, intérieur, extérieur, les prix, etc., etc.
Est-ce qu'on n'irait pas faire un petit tour avec cette magnifique Polestar 2? On va mettre la caméra à l'intérieur. Vous avez vu, j'ai gardé tout mon matériel, l'Insta, les Ray-Ban. Ça se trouve, ça va pas marcher. Ça se trouve, vous allez me dire que les plans de vue sont pourris. Ça se trouve, vous allez me dire tout un tas de choses. Mais c'est pas grave, au moins on aura essayé. On va mettre le support avec la caméra à l'intérieur et puis on va prendre le volant de cette Polestar. On va partir tout simplement vous donner notre ressenti. On se retrouve donc pour le petit débriefing de l'essai concernant Polestar 2. On vous emmène faire un tour. Vous allez voir, on a plusieurs prises de vue entre ici, là et forcément ici. Donc on va essayer de vous proposer quelque chose d'un peu plus immersif. Alors déjà, on a une voie d'accélération pour venir s'insérer sur l'autoroute. On va déjà essayer de vous montrer ce que ça donne en termes de performance. Polestar 2, on le rappelle, 476 chevaux, 740 Nm de couple. Voilà ce que ça nous donne sur une voie d'accélération. Bon, globalement, ça marche quand même vraiment pas mal. Je rappelle, Polestar annonce 4,2 secondes le 0 à 100. Au programme de ce débriefing, le comportement du véhicule, la consommation, même si pour le coup, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'en parler, le confort, la tenue de route, l'habitabilité, les aides à la conduite. On va essayer d'aborder un maximum de choses dans un minimum de temps. Et on va commencer par une chose qui, moi, m'a beaucoup bluffé, c'est le châssis et le comportement de cette Polestar 2. On a un châssis qui est complètement dingue. On voit que le véhicule a été pensé pour avoir une conduite dynamique et sportive. On est sur une berline sportive. Polestar ne s'en cache absolument pas. On est sur un véhicule très performant et ça se ressent. On a un châssis assez rigide, on a des suspensions assez fermes. Pour le coup, ça se ressent dès les premiers tours de roue, mais en même temps, dès qu'on s'amuse avec la voiture, dès qu'on a une conduite un peu dynamique, ça nous met tout de suite en confiance, on se sent en sécurité dans la voiture et ça, franchement, c'est très, très appréciable. Très honnêtement, il y a longtemps que je n'ai pas pris autant de plaisir à rouler une voiture électrique ou en tout cas à m'amuser avec, parce que je l'ai dit sur une publication Instagram, est-ce qu'une voiture a besoin de faire du bruit pour être fun et amusante? Eh bien très clairement non. Quand on conduit une Polestar 2, on se rend compte que même si la voiture ne fait pas de bruit, même si on n'a pas de bruit de moteur thermique, pour autant, le châssis est dingue, les suspensions sont dingues et les performances affichées sont dingues. Donc on peut assez facilement s'amuser et profiter de la voiture sans aucun problème. On va quand même le rappeler, Polestar 2 est équipé d'amortisseurs Öhlins, donc on comprend pourquoi le véhicule est aussi efficace sur la route, aussi performant. Une tenue de route exceptionnelle, que ce soit sur sol sec ou sur sol humide, parce qu'on a fait une partie de notre essai avec une météo très capricieuse, beaucoup de pluie, beaucoup de vent, et pour autant on a une sécurité assez ahurissante à l'intérieur de la voiture. Franchement, même quand on s'amuse avec, même quand on joue un peu avec, la voiture tient la route. Elle accroche très très bien. Alors après, on est équipé de pneus Conti Sport Contact, donc les pneus jouent aussi leur rôle. Mais je dois dire que même si on essaye de la mettre en défaut, même si on essaye de jouer avec, elle corrige assez facilement. Et franchement, ça c'est vraiment très appréciable. Je vous dis, on peut vraiment prendre du plaisir avec Polestar 2. Concernant la consommation, on va très rapidement aborder ce sujet parce qu'il faut bien aborder ce sujet. Bon, très honnêtement, je n'ai pas fait attention à la consommation. Voilà, je ne vais pas vous mentir. Je pense qu'en roulant tout à fait normalement, j'ai essayé sur un petit trajet du quotidien. On arrive globalement à respecter la consommation annoncée par Polestar, même si on a eu des températures extrêmement froides. Donc la voiture nous l'annonce, par température extrêmement froide, le véhicule peut avoir tendance à avoir une consommation qui soit supérieure. Donc voilà, ça c'est annoncé, il n'y a pas de souci, au moins il ne s'en cache pas non plus. Après, je pense que avec des températures plus clémentes, avec une conduite beaucoup plus souple, beaucoup plus safe, on peut respecter sans problème, ou en tout cas avec moins de difficultés, la consommation annoncée par Polestar. Moi, je vous l'ai dit, honnêtement, cette voiture, quand on monte dedans, on sent que c'est ferme, on sent que c'est joueur, c'est compliqué Franchement, c'est compliqué. je sais pas quoi dire, mais je pense que c'est possible, Vraiment, c'est possible. Mais moi, voilà, c'était vraiment pas l'objet de mon essai. Pour le coup. Au début, j'étais parti pour ça. J'étais parti pour me dire, on va voir si les consos annoncés par Polestar, on peut les respecter, etc., etc. On va rouler tranquille, comme d'habitude et tout. Ouais, et puis après, on prend le volant de Polestar.
Et puis on se rend compte qu'on a tout, sauf envie de faire attention à la consommation avec cette voiture. Donc on est, nous, plutôt aux alentours de 23-24 kWh au 100 km. Polestar annonce 17. Bon, voilà, le ton est donné. En ce qui concerne l'habitabilité à l'intérieur de Polestar 2, qu'on soit conducteur, passager, on a quand même beaucoup d'espace, on est très bien installé. Les sièges enveloppent vraiment bien, ils sont très très confortables. Les réglages sont top, on a pas mal de positions de réglage, même au niveau des lombaires, etc. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment un gros plus. À l'arrière, c'est pareil, les deux assises sont très confort. En revanche, c'est vrai que la place du milieu est un peu plus étriquée. Nous, on a quand même essayé avec les enfants. Ils sont montés tous les trois derrière. Le petit dernier était au milieu. Bon, globalement, ça va parce que il est encore petit, donc il a la place. Mais c'est vrai qu'au niveau des jambes, de devoir mettre les jambes vraiment à droite et à gauche parce qu'on a quand même du coup un tunnel central énorme, malgré le fait qu'on soit sur un véhicule électrique et que d'habitude les véhicules électriques on a un plancher plat. Là, pour le coup, c'est pas forcément le cas. Et c'est vrai que ça peut poser des problèmes lorsqu'on doit mettre les jambes à droite et à gauche au niveau tout simplement de son frère ou de sa sœur. C'était un peu compliqué parfois. Mais sinon, globalement, au niveau des assises, on n'a pas eu de problème, ils se sont pas plaints, c'était pas inconfortable, au contraire, même le grand est monté derrière plutôt que d'être devant. Et il a dit que voilà, on était bien installé, c'est confortable, on est bien maintenant. En revanche, et ça a été signalé, sur mauvaise route, c'est vrai qu'à l'arrière, on ressent un peu plus les aspérités de la route, on sent que le véhicule est beaucoup plus ferme. En ce qui concerne les fonctionnalités à bord, au niveau de l'écran central, alors on a un écran qui est très simple, avec Android Automotive directement installé à l'intérieur. On a des applications natives comme Waze, Google Maps, etc. Donc on peut connecter son compte Google et avoir accès à toutes les applications qu'on souhaite. On peut également se connecter filaire pour avoir Apple CarPlay, Android Auto. Donc ça, après, c'est vraiment au choix. Mais comme on peut le constater, finalement, avec Android Automotive directement mis à l'intérieur de l'écran, on a sur le combiné d'instruments toute la cartographie de Maps qui se met directement sur l'écran. Et ça, c'est plutôt intéressant, surtout quand on utilise le GPS. On n'a pas besoin finalement de détourner le regard sur l'écran central. On a tout qui est au combiné d'instruments et ça, c'est très pratique. Alors, juste pour une chose, dès qu'on est connecté en Apple CarPlay, on peut également avoir la répétition d'Apple CarPlay sur le combiné d'instruments et donc on aura la cartographie Waze qui se mettra directement ici au niveau du combiné d'instruments. Donc ça, c'est très intéressant aussi. On a quand même un combiné d'instruments qui est assez grand, donc on a une belle lisibilité, on a beaucoup de fonctionnalités dessus. Ça reste simple avec la consommation finalement qui se situe juste en bas, l'autonomie avec le pourcentage de batterie à droite, la vitesse à gauche. Alors la vitesse, on regrettera quand même qu'elle soit un tout petit peu petite et surtout cachée à gauche de l'écran. On aurait préféré peut-être avoir pour le coup un affichage tête haute. Ou alors sinon, il faut passer sur ce menu-là. Hop, on va changer, voilà. Et là, on a la vitesse qui apparaît de manière un peu plus grossière, mais on perd finalement la cartographie. Donc c'est un peu dommage. Je trouve que de devoir faire le choix, c'est un peu dommage. Mais bon, en tout cas, au moins on a une possibilité quand même. En ce qui concerne les aides à la conduite, c'est pareil, c'est assez facile. Ça se passe juste ici avec ce petit pavé qu'on a là. On a juste à appuyer sur ce bouton-là et vous le voyez en bas, on a l'Adaptive Cruise Control qui s'est affiché. Pour désactiver les alertes de survitesse, on a juste à appuyer ici. Et là, vous voyez, voilà, on a le petit logo à gauche également. Alerte limite de survitesse désactivée. Donc ça, c'est très pratique parce que c'est juste un petit raccourci. Donc pour le coup, ça, c'est vraiment pas mal. Et pour ce qui est de, entre guillemets, l'autopilote, c'est-à-dire l'aide au maintien dans la voie, l'alerte de franchissement de ligne, ce sera avec la flèche de droite. Et là, vous voyez, on a le petit logo avec la main sur le volant qu'on peut activer ou désactiver. Donc là, il est désactivé, là, il est activé et il va passer en jaune quand il est fonctionnel avec le petit logo de la voiture avec les petits pointillés qui passera également en jaune. Alors pour le coup, ça, ce sera peut-être le défaut du véhicule, les aides à la conduite. On va en parler parce que là, c'est quand même pas super. Malheureusement, il y a un peu trop de trafic pour que je puisse vous faire une démonstration. J'aurais dû peut-être le faire dans la semaine, ça aurait pu être très intéressant. Mais je dois vous dire que l'aide au maintien dans la voie, pour moi, c'est un vrai axe d'amélioration parce que le véhicule ne tourne pas tout seul. Très clairement, il va vous alerter que vous êtes en train de dévier de la voie, mais il va vous laisser dévier de la voie. Je vous le dis. Voilà, on a fait des tests. C'est pas super. La lecture des panneaux
est pour moi un peu trop approximative. Malheureusement, il y a des panneaux des fois qui sont pas détectés. Ils restent très longtemps sur des panneaux 70 ou 90 alors qu'on est sur de la voie rapide à 110. Donc ça, pour le coup, je trouve que c'est un peu dommage. Mais bon, ça, j'ai envie de vous dire, c'est que du logiciel, hein, donc c'est de la mise à jour, c'est du contrôle, etc. Globalement, je pense que à terme, c'est des choses qui seront corrigées par la marque sans trop de difficultés à mon avis. Mais encore faut-il penser à le faire et ça des fois les marques le font pas forcément. Donc là au moins on va le signaler, on va voir s'il y a eu des remontées par rapport à ça et on va essayer d'avoir les informations pour voir si finalement Polestar compte tout simplement rectifier le tir et compte améliorer toute cette partie aide à la. On a testé bien entendu volant chauffant, siège chauffant, hein. On a roulé le véhicule par 2 degrés dehors, donc je peux vous dire que c'est quand même très agréable d'avoir le volant chauffant, les sièges chauffants. Il fonctionne très bien. On a une chauffe du volant qui est très homogène. Pareil pour ce qui est des sièges. Donc ça, c'est assez agréable. Autre petite chose que moi j'aurais aimé, c'est d'avoir finalement la gestion du frein régénératif. On ne l'a pas. On a uniquement en fait dans le véhicule, et je vais vous remettre, la possibilité de régler le one pedal avec désactivé, faible ou standard. Ça, c'est dommage. On n'a pas de palette pour régler le frein régénératif. On n'a pas de sélection d'engine brake sur le levier. Voilà, on est obligé de passer par le menu, d'avoir le one pedal ou pas. Donc, on peut pas en fait paramétrer en se disant bah là, on a envie d'en avoir un peu, on va appuyer sur faible. Là, on n'a pas envie d'en avoir, on redésactive, etc. Donc, ça nous oblige à avoir ce menu ouvert tout le temps. Ça, pour le coup, je trouve que c'est pas super top. J'aurais aimé avoir tout simplement une position B sur le sélecteur. Ça aurait été très facile, hein, comme ça se fait chez pas mal de constructeurs. Ou avoir des palettes derrière le volant pour pouvoir en fait gérer le frein régénératif. Ça, pour le coup, ça aurait été bien. Je pense que ça aurait pu être efficace pour l'optimisation de la consommation et la récupération d'énergie. Même si on joue avec la voiture, le fait d'avoir ça, ça aurait pu permettre en tout cas d'améliorer, à mon avis, cette perte d'énergie qu'on peut avoir sur les phases de freinage. Comme on ne peut pas jouer avec le frein régénératif, je pense que ouais, ça aussi, c'est un petit axe d'amélioration. On vous montre rapidement sur l'écran au niveau des réglages toutes les aides à la conduite et l'assistance. Voilà, ça se passe ici sur cet écran. Vous avez assistance ici et vous avez le réglage de l'assistant à la conduite, le driver alert, le système de protection de collision frontale, l'alerte de distraction du trafic, etc. Voilà, tout est réglable ici. Globalement, il n'y a pas énorme de choses hein, sur cet écran central. C'est assez simple et fonctionnel là, voilà, avec les petits menus. Bon, on a quand même sur le mode performance un launch control et un capteur G. Voilà, un capteur G-Force. Donc ça, c'est assez drôle. Hein, quand on s'amuse avec la voiture, on peut voir un peu ce que ça donne. Mais globalement, sinon, ça a quand même été assez épuré hein, chez Polestar. Là-dessus, ils ne se sont pas trop attardés sur des choses inutiles. Hop, on va profiter de remettre le régule avec le pilote assist. On va voir ce que ça donne. Mais vous allez voir que globalement, alors déjà, il nous alerte assez régulièrement sur le fait de mettre les mains sur le volant. Bon, ça, pour la sécurité, on va dire que c'est pas plus mal. Mais c'est vrai que sinon ça, je vous dis, au niveau de la correction des trajectoires, c'est pas encore pour moi super top, super au point. Donc, je pense que ce sera amélioré dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais en tout cas, il faut que Polestar pense à le faire. En revanche, une chose qui fonctionne très bien sur Polestar 2, ce sont les phares adaptatifs. Ils sont très qualitatifs. Vraiment, là-dessus, pas de souci. On a quelque chose qui est vraiment pas mal. On a pu faire des tests de nuit. On essaiera de vous les incruster aussi. Hein, mais ceux qui nous ont suivis pendant la semaine ont pu le voir. On a mis quelques stories et franchement les phares adaptatifs là pour le coup on a quelque chose de vraiment très quali et avec une excellente visibilité de nuit quoi. En ce qui concerne l'isolation, globalement je dois dire que Polestar 2 est quand même pas trop mal isolé, on n'a pas beaucoup de bruit d'air, les bruits de roulement se font pas sentir, donc ça c'est plutôt pas mal. Par contre c'est vrai que sur autoroute on peut avoir tendance à avoir quelques petits bruits au niveau du vent etc sur les montants de porte, mais ça reste quand même vraiment très acceptable. Globalement, si je fais un petit résumé de Polestar 2, que ce soit sur la présentation ou sur le débriefing, hein, je rappelle quand même qu'on a fait plus de 800 km avec la voiture, même
900 km avec la voiture. Je rappelle quand même qu'on a fait plus de 900 km avec Polestar 2. Donc voilà, on peut quand même se prononcer sur le sujet. C'est vraiment un produit exceptionnel. Alors oui, ça a un coût. C'est vrai que pour le même prix, vous pourrez avoir des véhicules full électriques avec peut-être plus d'autonomie, beaucoup plus d'espace, mais franchement pas aussi fun et pas aussi cool à rouler. Très clairement, voilà, on peut se le dire, on est sur une berline sportive. Là-dessus, il n'y a vraiment pas de débat. On est vraiment sur un véhicule axé sport, performant et très efficace. Donc oui, ça a un coût, mais quel kiff! Tout est soigné, tout est très bien pensé, les matériaux sont très qualitatifs. Voilà, on sent qu'on est dans un environnement premium, dans un environnement limite luxe. Donc pour le coup, pour moi, c'est une réussite. Elle fait très clairement partie du top 3 des véhicules que j'ai pu essayer cette année. Et ça, franchement, je m'y attendais pas du tout. Nous, on va vous laisser, on va aller déposer cette petite Polestar 2, prendre Polestar 3. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Beaucoup plus grand, plus d'espace, plus d'habitabilité. Je ne sais pas quelle version on a. Est-ce qu'on a une version avec beaucoup de performance ou pas? J'avoue que j'ai pas trop posé la question. Donc on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, on vous laisse. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!